Parce que je suis une femme qui éclaire, une femme tonnerre, une femme qui chante, une femme de terre. Femme au galop, femme roseau, femme des roses de l'eau. On doit énormément aux courtisanes, aux putes du 19e qui sont les premières à ouvrir un compte en banque, à disposer d'elles-mêmes. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. C'est grandir à l'intérieur. Je crois qu'il faut se brûler, il faut vivre, se reconquérir. Parce que les femmes sont fortes. Celles qui osent. Bonjour Estelle Meyer, nous sommes très contentes sur Celles qui osent de pouvoir te parler une nouvelle fois. Nous avions effectivement eu la chance de t'interviewer au mois d'octobre dernier. Désormais, donc voilà, on a la chance de pouvoir te reparler une nouvelle fois, de te parler de ton parcours et de ton actualité du moment. Est-ce qu'on pourrait revenir ensemble sur la jeunesse d'une artiste lyrique qui ose beaucoup de choses? Oh, c'est joli, avec joie. Alors, bonjour toutes les oreilles qui osent écouter, qui osent vivre. Bonjour à toutes les âmes derrière ce podcast. En effet, je m'appelle Estelle, je suis la troisième d'une famille de 4. Je suis née d'un ventre qui chantait. Ma mère a eu un parcours plein de rebondissements dans le genre de Celle qui ose, une vie en chapitres, en étapes, en romans. Et c'est quelqu'un qui s'est autorisé à chanter au moment où elle m'a attendue. C'est-à-dire qu'elle chantait depuis son adolescence, elle faisait du chant lyrique, mais elle a vraiment pris cette carrière et ce chemin du chant voilà, qui prend son espace, qui prend son ampleur au moment où j'étais dans son ventre. Donc, je sais pas, pour moi, j'y vois comme aussi un espèce d'élixir secret qui a glissé entre les peaux, entre les âmes, un espace justement au-delà des mots, seulement de la sensation, de la beauté, de la vibration. Et je sais pas, ça m'émeut toujours de me dire que, voilà, petite âme qui pousse comme ça dans de la chair, cousue dans un ventre de femme. Le son m'a baignée, m'a fait peut-être sensible, m'a fait peut-être... je sais pas, ouverte aux rayons voilà, de beauté. Mon père, il vient d'une famille plutôt paysanne, des métiers généreux, des mains. J'ai regardé mon arbre généalogique, c'était des vignerons, des paysans, des maraîchers, des boulangers, des chocolatiers, des tonneliers, des maréchals ferrants. Et je sais pas, j'ai des mains larges. Mon père, il a des mains, on dirait des pognes comme ça, solides. Donc je me dis, voilà, j'ai l'impression de venir comme ça, ce croisement du féminin et du masculin de mes deux parents. Mon grand-père du côté de ma mère était violoniste, et quelqu'un qui a fait plusieurs fois le tour du monde, qui jouait aussi bien de la musique classique que des choses d'avant-garde, que de la musique orientale. Ma grand-mère, la mère de ma mère, était ethnologue. Elle a travaillé beaucoup en Afrique de l'Ouest, sur les conteuses. Elle a créé les cahiers de littérature orale. Elle était déjà très inspirée par le pouvoir du féminin, le pouvoir de la parole transformatrice. Et donc, du côté de mon père, cette espèce d'assises, de rituels, de grand-mère accoucheuse qui ferme les yeux des morts, des gens qui savent accoucher des vaches, qui savent les rythmes des saisons, du vin. Donc, j'aime bien cette espèce de croisement à la fois d'ouverture au monde, de sciences humaines et d'ancrage païen au monde, au cycle. Et je me sens le beau croisement de ça. Tout ça donc dans une fratrie de 4 enfants assez délurée, joyeuse, différente. On est 4 enfants, même physiquement, on a des gueules autres. Chacun a ouvert des horizons, des mondes à soi. Et moi, très tôt, le théâtre, très tôt, les mots, des cahiers de mots, une enfant aussi hypersensible. Je pleure si un petit moucheron se noie dans mon bain. J'ai des lapins, j'ai un petit chat noir, j'ai un arbre dans mon jardin. Je crois aux fées, aux anges. Je prie avec beaucoup de pureté vers des choses plus grandes que moi. Ça, c'est aussi une ouverture de ma mère qui était là. Tu peux parler à ton ange, tu peux parler à Dieu, tu peux parler à la fécondité du monde, avec comme ça une espèce de... Ouais, les autres mondes sont accessibles, l'invisible est pas loin.
J'invente des rituels. J'ai une lapine que j'aime tellement qui meurt. Je compose une petite ode, je coupe des pâquerettes, je prends des petits bouts de ses poils, je les mets dans un petit médaillon, je dessine. Voilà un rapport comme ça, assez onirique au monde. Et en effet, les romans, les histoires pour plonger dans des vies plus vastes que la mienne. Et puis, j'épaule ma mère. Je l'accompagne dans ses chorales, dans ses stages de chant, dans ses groupes de chant, dans ses concerts. J'aime les tissus, j'aime me déguiser. À l'adolescence, je prends un stylo noir et je me maquille à grands traits. Je prends des encens et je me regarde devant la glace. Genre, je suis une femme qui fume une encens. Je suis un peu comme ça. Je me rappelle aussi, on allait à Carrefour en grande pompe. C'était la sortie, genre Carrefour. C'était un énorme Carrefour. Et il y avait un coin librairie. Et je m'étais acheté, je me rappelle, un livre sur les courtisanes. Je lisais Nana de Zola, mais genre à 13-14 ans. Et j'étais là. Waouh, c'est ça être une femme, c'est ça être une femme en déshabillé de soie, genre qui se met des crèmes devant la glace. Donc ça me faisait rêver aussi un rapport comme ça à la sensualité, au féminin qui dispose de sa vie. Parce qu'on doit énormément aux courtisanes, aux putes du 19e qui sont les premières à ouvrir un compte en banque, à disposer d'elles-mêmes, de ne pas avoir des putains de tuteurs et faire je jouis, je kiffe ma vie. Et ça me faisait rêver. Je lis aussi des Isabelle Eberhardt qui partent, pareil, début 20e. C'est une femme qui se déguise en homme et qui se convertit au soufisme et qui vit une identité comme ça, bédouine, dans le désert, qui a écrit Traces sur le sable, qui a des amantes, des amants, une vie de liberté. Ça me fait absolument rêver. Je me dis, ce sera ça ma vie. Une vie de liberté, d'art, de communauté. Pareil, j'ai toujours été fascinée par les femmes qui tiennent salon, qui disposent d'une avant-garde artistique autour d'elles, qui découvrent, voilà, qu'on courage d'oser, de proposer des formes et des fonds qui n'existaient pas. Et ça, je le vois, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait dans ma vie, d'être entourée d'artistes, hommes et femmes qui me fascinent, qui osent des choses, qui créent l'amitié, la sororité, qui donnent des ailes à devenir. Et puis donc voilà, pour moi, c'est le théâtre. Je m'y sens immortelle, je m'y sens libre. J'ai une parole qui peut guérir. Puis finalement, je pense le chamanisme déjà en arrière-plan, dans un rapport à la lune, au merveilleux, à quelque chose de plus grand que soi. Et donc, je passe un bac littéraire option théâtre. C'était la condition pour mes parents avant de disposer de moi-même. C'était, écoute, tu fais ton bac, puis après, tu feras ce que tu veux. Et puis, j'ai une deuxième maman qui s'appelle Carmen. C'est assez compliqué à l'adolescence pour moi avec mes parents. Je les trouve serrés, trop tenus. J'ai besoin de déplacer des montagnes, de péter les vitres et les plafonds, de déblayer toute peur et d'oser une vie galopante. Donc, je me prends beaucoup la tête avec eux. Mon père, voilà, aussi en bon patriarche, tient la baraque, ses enfants. Et puis moi, qu'une envie, c'est d'être libre. Donc, j'ai cette Carmen qui est comme un relais d'amour aussi. Je trouve une intelligence magnifique de mes parents qui disent, bon, là, on voit nos limites en tant que parents et ils ont ce lien avec cette femme. Vas-y, prenez soin l'une de l'autre. Et Carmen, on appelle l'été de mes 18 ans où je me suis inscrite en commerce, en psychologie et en droit. Et en même temps, j'ai ce rêve comme ça d'art. Et justement, Carmen m'aide à oser. On appelle d'une cabine téléphonique au fin fond d'un bled en été toutes les écoles, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Bonjour, comment on fait pour rentrer chez vous? Je faisais du théâtre depuis longtemps, mais voilà, ils nous disent il faut justifier d'1 an dans une école. Il faut. Ok, c'est quoi les écoles qui préparent le mieux au conservatoire? Quels sont les résultats? Elles nous disent des noms. Nous, on connaît que le cours Florent. Et on se dit, bon, bah ok, on va là. On appelle le cours Florent. Puis je me rappelle, en allant à cette audition du cours Florent, j'avais préparé dans mon jardin, je crois, sosie d'Amphitryon et un monologue d'une femme qui s'est fait... son mec s'est barré en disant, je vais aller chercher une boîte d'allumettes. Et il revient et je lui fais, alors, tu l'as trouvé ta boîte d'allumettes? C'est une espèce de monologue d'une femme, je sais pas, de 45 ans bourrée. Donc je passe ça.
Et on est dans les couloirs du métro avec Carmen. Et je vois des affiches. Moi, je viens d'à côté de Melun, de Seine-et-Marne, à côté de Fontainebleau, de la Forêt. Je vois les affiches comme ça et je dis, un jour, il y aura mon nom. Vraiment, je le dis à Carmen avec une espèce de prémonition, d'audace aussi, d'insolence, de genre, hey, hey, bienvenue le monde, bienvenue Paris, quoi. Et donc, je passe mon audition avec un homme qui s'appelle Jérôme Léguyer. J'ai un coup de cœur, on se plaît, on se parle, on rit. Puis il me fait rentrer directement en deuxième année. Et alors là, je suis déchaînée, voilà, je suis enfin dans ma vie. Pour payer mes cours, je fais des accueils périscolaires. J'avais passé mon BAFA avec des petits qui ont entre 3 et 4 ans. Et je m'éclate avec eux, je les garde le mercredi ou l'après-midi. Je prends mon train à 7h40 pour aller à mes cours à 9h au cours Florent. Puis voilà, ça y est, je commence à disposer de ma vie. J'y suis dans ce monde rêvé. Je suis dingue de joie. Et puis, il y a un concours qui s'appelle la classe libre, qui est gratuit et qui est un peu la crème comme ça de Florent. Et je le passe avec tout mon cœur et puis je rentre dedans. Donc, on est, je crois, 20. Et là, je rencontre des gens mais merveilleux. Pareil, en première année à Florent. Des gens qui ont 40 ans, qui ont 20 ans, qui ont 60 ans, qui ont eu des parcours. Et j'adore cette rencontre tout d'un coup avec des gens qui veulent dire la beauté des mots. J'y rencontre par exemple Rinaldo Marasco, avec qui j'ai fait 2 clips. Le clip de Mon amoureux, qui est mon premier clip, et le clip de Mes cardinales sur les règles, les lunes des femmes. Ça, c'est avec mon ami Rinaldo, donc des rencontres piliers. J'y rencontre Lionel Lingenzer, qui est mon prince dans Donne-moi une chambre orientale, avec qui j'ai fait le conservatoire, qui était dans ma promo aussi. Donc des gens qui sont des fondements encore aujourd'hui de ma vie, des amitiés absolument puissantes. Et puis donc je rentre en classe libre, là on découvre tous les textes d'auteurs, d'autrices contemporaines, Sarah Kane, des gens que j'avais jamais vus. Je suis complètement bouleversée. Je découvre le théâtre, je découvre l'art contemporain, je vais au musée, je vais au théâtre. Vraiment comme une ouverture 360 degrés. Et puis en classe libre, je prépare passionnément le concours du conservatoire. Et là, mon prof me dit, oh là là, tu vas leur faire peur, t'es trop taré, t'es trop baroque. On va construire ton parcours. Et donc, on fait un parcours d'une intelligence folle qui passe de copie de Loretta Strong, d'une femme qui accouche de rats, qui est perdue dans le cosmos, et puis en même temps de Marie Tudor, de Victor Hugo. J'arrive avec une robe faite au Liban, et genre, je me dis, tu prends tout ton temps pour rentrer. Je rentre dans le conservatoire, dans le beau théâtre, tout à l'italienne. Et là, je regardais le jury, et alors je faisais... le peuple. Donc j'adorais cette espèce de mépris premier. Vous qui décidez de ma vie, petit jury installé dans le noir, je vais jouer la grande reine Marie Tudor, qui est folle d'amour. Et à la fin, elle étrangle une amoureuse autre qui aime le même homme qu'elle. Et elle lui dit, ton amant, que m'importe ton amant? Est-ce que toutes les filles d'Angleterre vont venir me demander compte de leur amant? Par Dieu, je sauve le mien au mépris de qui se trouve là. Veiller sur les autres. Donc c'est une femme qui est entre la folie, l'amour, la passion. J'adore jouer les monstres, ça me passionnait. Parce que justement, je les trouve libres, je les trouve dingues. Je les trouve aussi, je pense que c'était le tout début aussi du féminisme. C'était quand même, enfin, en tout cas, moi, c'était le début du féminisme pour moi. Et donc, dans le théâtre classique, tu as un rôle de femme pour 10 rôles de bonhomme. Et donc, c'est ces femmes de Victor Hugo, Lucrèce Borgia, Marie Tudor, c'est des reines, c'est des femmes qui ont une dinguerie, qui s'autorisent à être, qui sont folles d'amour et qui ont aussi l'humour, parce qu'il y a une espèce de truculence de trop qui me convient assez, dans lequel je me sens libre d'être, sans cadre. Je retrouve ça aussi dans Les femmes de Tchekhov, où j'avais passé aussi Macha dans La Mouette qui dit on boit, et oui, il y a beaucoup plus de femmes qui boivent que vous pensez. Si on boit, on crève, mais si on boit pas, on crève aussi, alors buvons. J'aime à la fois ce désespoir, cet humour, ce frottement comme ça entre la joie et le désespoir le plus grand, les curseurs, voilà, les plus extrêmes.
Donc je rentre au conservatoire, j'ai 20 ans, c'est fou, c'est dur en même temps, je me sens beaucoup plus seule aussi qu'à Florence, j'ai l'impression que tout d'un coup il y a une austérité, un poids de l'institution, peut-être une exigence aussi très haute. Donc petit à petit, je fais mon chemin là-dedans, je rencontre les êtres, il y a quelque chose de râpeux, des salles en bois, des bibliothèques. Je sens comme quelque chose, peut-être c'est aussi le fait de grandir, qui devient plus exigeant, plus pointu, où il ne suffit pas d'être truculente, bousculante. Et l'art se cisèle, l'art prend son temps. Il y a aussi un cours du masque où on est d'abord dans le neutre, on prend des masques neutres et petit à petit on devient. Donc il y a comme un point zéro qu'on cherche, une espèce de tenue de base qui permet aussi justement de ne pas jouer qu'une chose, de ne pas être qu'un visage, mais d'ouvrir des multitudes de miroirs, de possibles, de textes, d'extravagances, mais aussi de choses très fines. Donc j'apprends la nuance, je pense aussi peut-être dans mon être, avec des histoires d'amour très passionnées qui deviennent plus fines, qui deviennent plus subtiles. Je crois que c'est aussi un moment où je découvre mon féminin, je découvre ma fragilité, je découvre des couleurs comme ça, je dirais différentes variations de lumière entre le plein feu, le soleil à midi, l'incendie, avec la petite flamme, la douceur de la nuit. Voilà, peut-être tout l'échantillon des couleurs de la lumière. Et peut-être aussi une façon d'apprendre à être sur scène sans prouver, sans tout donner, en étant. Voilà, un développement de l'être. Et en étant là-dedans, je rencontre aussi justement ce Lionel Lingelzer dont je vous parlais en début, qui m'ouvre aussi aux cartes, je sais pas, à la spiritualité large, je sais pas, à la prière active. Je rencontre aussi une femme chamane colombienne avec qui je découvre l'acupuncture, avec qui je découvre les cérémonies des femmes. Il y a tout comme ça, des galeries qui s'ouvrent, des carrefours d'êtres. Puis je rencontre aussi Sarah Lorca, qui est la première à me faire chanter au théâtre. Je rencontre Osvaldo Calo, qui est mon prof de piano au conservatoire, qui nous accompagne et qui me fait chanter les chants gitans, qui me fait chanter le flamenco, qui me fait chanter le fado, qui me fait chanter les femmes d'Almodovar, dont je suis déjà dingue, qui me fait aimer ma voix cassée, fêlée, étrange. J'avais un rapport un peu passionné, fou à ma voix avant de rentrer au conservatoire. Je me la pète, on me parle tout le monde de ma voix, mais d'une façon dis donc votre voix, ou eh ben vous on vous entend gueuler, ou Titan ta voix, enfin un rapport à ma voix, je sais pas comment elle est, mais voilà, on me la renvoie beaucoup. Et je me rappelle Claude Strass, qui était mon directeur du conservatoire au moment où j'y rentre, disait en présentant le département voix, disait vous êtes votre voix. Et cette phrase m'a marquée parce que comme on me le renvoyait tellement depuis l'enfance, j'étais là, enfin, elle va avoir sa place, son espace pour déployer sa robe à elle, singulière. Et en fait, comme un couturier qui aurait sa griffe, je pense que j'ai fait de ma voix, de ma gueule, peut-être de cette étrangeté, de cet endroit ovni qu'on m'a toujours aussi renvoyé, genre putain, mais aussi bien positif que négatif, en fait, d'assumer, voilà, c'est celle-là que je suis. Et en fait, j'ai l'impression, en acceptant de l'aimer, cet ovni-là, cette planète-là, ce trop, comme voilà, en effet, l'art baroque où il y a des petits angelots dans tous les coins, enfin voilà, ma baraque, elle est pleine. En acceptant ce trop, j'ai pu aller vers le très peu et peut-être l'endroit qui résonne. Et est-ce que tu peux me parler aussi de ton stage de formation d'Ariane Mouchkine, qui était metteur en scène, fondatrice du Théâtre du Soleil? Est-ce que tu peux me raconter de cette expérience que tu as faite également en 3e année du conservatoire? Ouais, ça a été un de mes grands chocs esthétiques et spirituels, je dirais. Vraiment, l'endroit d'une femme qui mélange la légende, le mythe, le groupe, la splendeur,
le mélange des Indes, le mélange ouais, vraiment de Gilgamesh, du Mahabharata, euh, de, de Brooke. Pour moi, c'est vraiment des maîtres qui ont mêlé le rapport au métissage en faisant un endroit de légende complètement à eux. Dans le costume, je me rappelle, ces acteurs, ils touchaient la scène avant de monter, mais vraiment comme quand tu vas à l'église et que tu te bénis, vraiment le rapport au sacré, où tu montes sur le plateau avec un rapport au Dieu qui rappelle que le théâtre, avant tout, il est spirituel. C'était pour chanter Dionysos, en tout cas dans la culture grecque, donc européenne, un rapport au Dieu que tu le fais à un moment donné pour que le Dieu descende, pour que le Dieu rentre en toi et que vraiment l'artiste, on rejoint le chaman, il soit une échelle entre la terre et d'autres mondes, des mondes qui captent. Et c'est pour ça qu'on applaudit. On applaudit quelqu'un, plus il a été possédé, plus il faut applaudir fort pour l'aider à revenir. Et il y a certains spectacles ou certains rôles ou certains concerts où tu sens vraiment que tu es parti, quoi. Et donc, il faut qu'on te ramène sur la terre pour continuer ta vie d'humaine, d'incarner. Et ça me plaît trop. Donc, c'est ces maîtres-là qui les premiers m'ont fait pleurer, où tu as une musique, tout d'un coup, t'as Schubert, ou je sais pas, des épopées, et là, tu vois 50 personnes sur le plateau qui dansent ensemble, et tu dis, mais c'est ça d'être humain. C'est ça la beauté, c'est ça l'art. Et ça me fait ça souvent, la danse. Je me rappelle un peu de tendresse, bordel de merde. J'avais vu ça au Théâtre de la Ville où tu avais 50 personnes sur le plateau qui dansaient de toute leur âme. Où là, il y a peu de temps, il y a Rameau, un chorégraphe qui a mêlé le hip-hop et le chant lyrique autour des Indes galantes. Moi, je me fends en deux devant la beauté. Vraiment, ça me... Donc c'est ça, Ariane Mouchkine, ça m'a ouvert... c'est ça que je veux faire, c'est ce souffle-là. Voilà. Est-ce que tu peux me parler ensuite de tes débuts de carrière au théâtre, les rôles que tu as joués avant ensuite de passer au plateau de cinéma, quelque part un petit peu ton curriculum vitae? Ouais, c'est bien, ça fait cultiver la mémoire. Écoute, mon premier rôle au théâtre, je me rappelle, j'étais en 3e année du conservatoire, qui est toujours un moment assez fébrile de quelle sera ma vie. J'étais dans une histoire d'amour qui se terminait. Je sentais aussi, depuis mes 3 ans, j'étais à l'école en fait. J'avais enchaîné les cours, l'école. Et donc tout d'un coup, la sortie arrivant, il y a eu vraiment un apprentissage comme un trou, un saut dans le vide de genre, oh, il va falloir réapprendre à vivre. Qu'est-ce qu'on fait de son temps? Qu'est-ce qu'on fait d'une journée? Comment on est soi-même? Quelle direction prendra sa vie? Je me rappelle vraiment de ce moment comme un vertige. Et j'avais eu en prof une femme qui s'appelle Cécile Garcia Fogel, qui avait été également la prof de Clotilde M. M travaillait avec un metteur en scène qui s'appelle François Orsoni et une de ses actrices. Ce qui est beau, c'est que c'est un concours de boule de neige. Judith Chemla, donc là je cite 65 personnes, pardon pour tous ces chemins, mais Judith Chemla, qui est une de mes grandes amies, marraine fée aujourd'hui dans ma vie, qui est actrice et chanteuse, était à la Comédie Française et en part. Donc, ils cherchent une nouvelle actrice. Ils prennent une actrice qui s'appelle Suliane Brahim, qui travaillait avec François Orsoni. Donc, le fait que Judith Chemla parte de la Comédie Française, Judith était en 3e année quand j'étais en 1re année au conservatoire. Judith a été la première à venir me voir en concert. J'avais fait 2 concerts au Chat Noir dans une petite cave à Ménilmontant. Et elle vient à un concert, elle me dit, elle sort en larmes et elle me dit, Estelle, il faut que tu chantes. Et elle me présente le directeur des Trois Baudets à l'époque, qui a été aussi quelqu'un de très important dans ma route de chanteuse. Donc c'est vraiment incroyable tous ces chemins. Le fait que Judith parte de la Comédie Française, Suliane rentre à la Comédie Française, et donc François Orsoni cherche une actrice. Et donc Clotilde M demande à Cécile Garcia Fogel, est-ce que tu as une actrice, une de tes élèves, que tu trouves chouette, que tu aurais envie de nous recommander dans la liberté, dans le chant, Et elle parle de moi, et je rencontre François. Et je me rappelle, j'étais en 3e année, j'étais donc dans cette déchirure du cœur. J'étais allée voir une exposition de Kandinsky. Tout est en chaîne. À Pompidou, j'avais vraiment pas la frite.
Et je vois Kandinsky, je vois cette liberté, je vois ces couleurs, je vois cette beauté, je vois cette avant-garde pour l'époque. Et ça me rappelle à chaque fois que je vois une exposition ou des surréalistes ou de... Je dis c'est ça que je veux faire. Putain, il y a des mecs et des femmes qui ont osé, qui ont pété le plafond un moment d'une bien-pensance, de quelque chose qui se faisait à l'époque et qui ont ouvert des portes. Et je me rappelle, je suis dans la librairie ensuite de Pompidou et je vois genre chewing-gum magique. Faites un vœu et mâchez ce chewing-gum et ça se réalisera. Donc j'achète ce chewing-gum genre un peu comme une bouée, un peu folle. Et puis ce François Orsoni m'appelle, il me dit bah voilà, c'est Clotilde M qui a demandé votre téléphone à Cécile. J'aimerais vous rencontrer. Je suis là. What? Donc je suis genre... Je me rappelle, je suis en 3e année, je loupe mon cours du matin. Genre, je prends toute la matinée pour moi. Je me lave les cheveux. Je me fais belle. Je me rappelle très bien comment je suis habillée. Je mets une jupe violette que j'adore, American Apparel, avec un petit Barcel bleu. Genre, je mets des petites chaussures que j'adore. Et je m'écris une lettre à moi-même. Je me dis, putain, Estelle, là, c'est bonjour la vie. T'es à quelques mois de la sortie. Tu vas vers dehors. Tu commences ta route. Il y a un metteur en scène qui veut te rencontrer. Je fais cette lettre. Je mets cette lettre dans ma poche. Je mâche mon chewing-gum et j'y vais à pied. Le chewing-gum a marché. Et je me rappelle très bien, j'avais rendez-vous à la place verte à Ménilmontant. Je suis genre devant la place verte. J'enlève mon chewing-gum et je fais genre bonjour Estelle Meyer. Et en gros dans ma tête c'est bonjour la vie quoi. Et avec Orsoni bah j'ai fait 6 spectacles. Le chewing-gum était vraiment très efficace. Donc Coriolan de Shakespeare qu'on devait jouer là tout le mois de janvier au théâtre de la Bastille et qui Inch'Allah, on jouera au mois de juin au théâtre de la Bastille. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est devenu un de mes grands amis et qui m'a appris infiniment. Et donc, ouais, de mes 23 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est mon 6e spectacle avec cet homme. Donc vraiment, mâchons des chewing-gums et écrivons-nous des lettres d'amour où on pose ses rêves parce que ça marche. On va prendre en note, voilà, pour oser, il faut mâcher du chewing-gum. C'est un premier conseil. Mais avec intention. En fait, en gros, pour oser, faisons des rituels où on se donne la main sur ce qu'on veut faire réellement, quoi. J'ai fait beaucoup de digressions, donc là, j'ai vraiment pas trop tout raconté. Mais ce n'est pas grave. Tu as abordé la chanson. Est-ce que tu peux revenir sur cette carrière parallèle? Parce que du coup, effectivement, tu es actrice au cinéma, tu es comédienne, dramaturge, je ne sais pas si on peut dire au théâtre, mais tu es aussi chanteuse lyrique. Est-ce que tu peux revenir sur ce parcours? Comment t'es venue la chanson? Et ensuite, quelles sont tes chansons aujourd'hui, les clips que tu as fait récemment? Super. Et ben la chanson vraiment au début c'est justement c'est une mini audace, c'est-à-dire que je n'ose pas encore, j'osette. Je sais pas comment dire, j'ouvre un peu cette porte. Je chante parce que tout d'un coup les mots suffisent pas, parce que tout d'un coup j'ai envie de dire des mots qui me sont chers. J'ai envie de chanter ce dont j'ai besoin, j'ai besoin de chanter comme de me guérir. C'est-à-dire que quand quelque chose est difficile pour moi ou quand je veux m'aider, bah, j'en fais une chanson. Vraiment, la chanson, c'est une succession de petits anges qui sont venus sur ma route. Donc, c'est d'abord Judith qui me présente donc les directeurs des Trois Baudets. C'était Olivier Poubelle à l'époque et Alice Vivier. Donc, qui me font confiance et qui me permettent, je sais pas, j'ai peut-être fait une vingtaine de concerts là-bas. Ensuite, le chant, c'est aussi quelque chose qui se... Enfin, on me fait énormément travailler aussi en tant qu'actrice et chanteuse, souvent mêlée aussi bien au théâtre. Je pense à Guillaume Vincent, avec qui j'ai fait Songe et Métamorphose, où je jouais la Reine des Fées. Et donc, c'était aussi bien chanter le répertoire de Purcell que parler la pièce de Shakespeare, qu'avec le Birgit Ensemble, où je jouais la Princesse Europe, où là, c'était plutôt des chants grecs ou slaves, aussi j'avais aussi beaucoup d'improvisation. C'est là où j'ai rencontré mon pianiste actuel, Grégoire Le Touvet. Et puis, c'est aussi Laetitia Guédon, la directrice des Plateaux Sauvages, qui tout d'un coup me fait, mais en fait...
ça me rend dingue ce que tu fais, il faut qu'on en fasse un spectacle. C'est aussi les éditions Rive-Neuve-Archimbaud qui viennent me voir en concert et qui me disent mais faut que tu fasses un livre et un disque de ce que tu fais parce que c'est trop singulier. Donc ils me proposent de regrouper toute mon écriture. Donc c'est aussi cette première audace de montrer ce que j'écris, comme mes mots intimes, mes cahiers intimes. Et donc en fait le chant, je me suis toujours dit, bah voilà, j'ai toujours beaucoup travaillé en tant qu'actrice. Le chant, j'en fais un endroit qui est libre, c'est-à-dire un endroit qui n'a pas de pression, c'est-à-dire un endroit d'exploration, c'est-à-dire que j'avais aussi ce calme, bah j'en ai à la fois pas besoin pour vivre et en même temps j'en ai plus que besoin pour vivre parce que c'est mon endroit c'est mon endroit de la liberté. Donc je me suis toujours dit, j'explore et je chante. Je m'en fous de faire des trucs qui soient populaires ou pas populaires ou à la mode, pas à la mode. Je chante ce dont j'ai besoin de chanter. Donc ça m'a toujours permis d'explorer mon ovni avec amour, tendresse. Et aussi, je pense, le fait d'avoir un public de gens qui me soutiennent tellement, qui me disent à quel point ça leur fait du bien, ça les soigne, j'ai écouté cette chanson de toi à ce moment-là, des mots, mais vraiment des lettres, que ça m'a bouleversée. Donc je me suis dit, bah voilà, c'est mon endroit d'exploration, et notamment dans les clips, où je me permets de dire à quelqu'un, j'aime ton monde, viens, on fait quelque chose ensemble. Le dernier, c'était avec Caroline Desruas, qui est une de mes rencontres coup de foudre. J'étais au mariage de Jenna Thiam, qui est une actrice merveilleuse, amie dingue. Et j'étais à côté d'elle au mariage, où on a passé la nuit ensemble à parler de nos rêves, à parler des femmes surréalistes, à parler des femmes créatrices, à parler du féminin, du masculin, du rapport à la beauté, du rapport à la liberté. Et donc, je lui ai confié Chambre orientale, qui était déjà une chanson ovni qui dit je suis une polygame en quête d'équilibre. J'aime les hommes, les femmes et aussi les chenilles. J'avais envie que ce soit un endroit presque comme du Philippe Catherine, enfin un endroit qui part en live, qui s'autorise justement tous les défauts apparents, la polygamie, la mythomanie, la kleptomanie, mais comme des endroits d'extension de soi. C'est-à-dire je veux voler pour avoir plus d'espace, je veux mentir pour être vrai. C'est une phrase de Cocteau que j'ai glissée aussi dedans qui dit « Je suis un mensonge qui dit la vérité ». Et pour moi, c'est ça aussi l'art, parce que sur scène, je peux dire « Je suis Dracula », d'ailleurs, je joue Dracula. Je suis un homme, je suis une femme, je suis une déesse, je suis une planète. J'ai 300 000 ans, je suis le sacre du printemps, je suis la libre femme, je suis le libre homme, je suis qui je veux. C'est vraiment la magie des enfants, ou quand tu écoutes les enfants qui disent on dirait que toi t'es ça, et en fait c'est ça, et c'est ouvrir l'imaginaire. Donc on a ouvert l'imaginaire dans une reine Amazone. On s'est éclaté aussi parce que on réfléchit aussi beaucoup sur les mythes. Comment intégrer une bonne fois pour toutes le prince charmant, en le mangeant. Comment être un Christ vivant qui mange quelque chose pour l'intégrer. Ou comme, je sais pas, dans la mythologie grecque, Zeus, il boit Thétis, la déesse de la ruse, pour incorporer la ruse. Là, c'était ça, c'était devenir aussi une femme totalement désirante, assumer le désir avec un animus puissant. On est vraiment dans le domaine du symbolique, dans le domaine aussi d'une forme d'insolence et d'humour, où la femme, elle a un sabre, elle est pénétrante dans son désir, elle peut embraser un homme et le dévorer, mais de tout son amour. C'est aussi s'amuser de tout le vocabulaire de la passion qui dit je vais te manger, je vais te croquer les orteils. Enfin, voilà, on avait envie d'un clip qui soit audacieux, qui soit aussi inspiré de Gustave Moreau, qui soit beau. On l'a tourné à la pellicule avec des femmes que je trouvais sublimes, une équipe d'Amazon qui donc fantasme sur un homme sublime, qui est donc mon meilleur ami, Lionel. Lionel, il faut le dire, est particulièrement séduisant et bien fichu. Hein. Ouais, c'est un dieu grec, quoi. C'est un emblème de beauté. C'est beau parce qu'il fait un seul en scène en ce moment où il s'appelle Hélios. Et je trouve que ça lui va tellement bien, le dieu soleil. Puis c'est quelqu'un qui est né
Le 8 mars, enfin je sais pas, qui a toujours eu un rapport au féminin. C'est vraiment quelqu'un qui m'a initié beaucoup aussi sur le féminin. Et donc c'était pour moi très logique de partager cet animus anima ensemble et d'offrir cette offrande réparatrice justement de ce dieu soleil qui s'offre comme en sacrifice aux femmes. Et sacrifice, c'est beau, l'étymologie, ça veut dire rendre sacré. Et donc je trouve que c'est un endroit de guérison aussi du féminin et du masculin que de s'autoriser à changer de poste avec humour et de montrer ce que c'est dans l'autre sens qu'un œil voilà, qui dévore un conte oriental inversé avec le temps d'un clip, de s'autoriser cet humour, cette insolence, cette audace, peut-être aussi, ça peut être un peu choquant et peut-être que c'est aussi ça, une œuvre d'art, c'est de se permettre un œil qui dérape et qui permet le temps d'une œuvre avec, j'espère, humour et tendresse toujours, de faire réfléchir autrement à l'équilibre du monde. Estelle, est-ce que tu peux me dire quelles sont les femmes qui osent pour toi? Quels ont été tes petits modèles à toi, les femmes qui t'ont tout de suite inspirée? Alors oui, écoute, je pense dans ma jeunesse, je te dis, c'est les courtisanes, les putes, Griselidis Réal, cette prostituée qui écrit si magnifiquement avec presque un rapport de sainte au monde. Il y a donc cette Isabelle Eberhardt qui se travestit en homme et qui part seule dans le désert. Actuellement, il y a toujours Judith Chemla qui pour moi est une femme qui mêle le spirituel, un chemin de liberté qui même, je sais pas, dans sa vie de femme, dans son rapport à la maternité, dans son rapport au monde, à la confiance dans le monde. Il y a Camélia Jordana que j'ai rencontrée il y a peut-être 4 ou 5 ans et avec qui on est vraiment devenus amis proches sur le spectacle de Daniel Sampedro qui pour moi ose dans sa parole, dans son féminin, dans sa façon de voir la politique, le monde, le rapport entre hommes et femmes, le rapport entre les différentes cultures et qui est quelqu'un qui est aussi, je trouve, caméléon, qui passe d'un monde à l'autre avec une grâce et un talent fou, quoi. Vraiment, cette femme, je la trouve absolument admirable. Il y a aussi les autrices, c'est vrai, Marguerite Yourcenar, qui a une parole complètement folle, enfin, je la trouve dingue. Il y a Gisèle Halimi, que j'ai découverte aussi en lisant ses livres. J'aimerais faire quelque chose sur elle qui a permis que le viol soit criminalisé. C'est quelqu'un qui a renoncé à toute vie tracée par sa famille, par sa culture, qui vient d'une famille juive en Tunisie, qui se barre de sa religion, qui se barre, qui fait des études dans une famille où on ne voulait pas qu'elle en fasse, qui se barre d'un mariage forcé, qui se bat. Je trouve qu'elle est dingue, quoi. Elle défend, elle fait avancer aussi bien dans l'intime que dans le monde, que dans la politique. Enfin voilà, j'ai un respect pour cette femme complètement fou, quoi. Il y a Virginie Despentes qui, avec King Kong Theory, qui avec sa parole, qui ose parler du viol, de la prostitution, qui ose dire j'écris du côté des moches, des mal baisés, voilà, qui a une parole qui me rend dingue. Il y a des metteuses en scène, il y a Tamara que je trouve incroyable aussi, Margot Escanazi qui travaille sur la réconciliation entre la mémoire de la France et de l'Algérie, qui a travaillé aussi sur les poètes de la négritude. J'ai l'impression qu'il y en a tellement des femmes qui me rendent dingue. Il y a Forough Farrokhzad, qui est une poétesse et réalisatrice iranienne, qui a écrit des poèmes à se rouler, qui a fait un documentaire sur une léproserie qui s'appelle La Maison est Noire et qui fait basculer notre chemin entre le laid et le beau. Il y a Habiba Janine, qui est une poétesse et réalisatrice algérienne que j'ai eu le bonheur de rencontrer. J'avais une carte blanche à l'Institut du monde arabe. Marie Descourtieux, qui est une fée, qui est une marieuse, qui est programmatrice des affaires culturelles, qui m'a dit « Écoute, je pense qu'il y a quelque chose à faire entre vous. » Moi, je disais ces poèmes en français et je chantais entre ces poèmes. Elle les disait aussi en arabe et en français.
Et j'ai rencontré une femme, voilà, dont la sœur a été assassinée pendant la décennie noire en Algérie. Une femme, elle et sa sœur et ses sœurs ont ouvert le féminisme en Algérie. Elle a été exilée en France et elle a fait un documentaire qui est en accès libre sur YouTube. Allez le voir, qui s'appelle Lettre à ma sœur et qui écrit des poèmes et qui s'est installée à Timimoun parce qu'elle voulait. C'est une oasis rouge, c'est aux portes du désert. En Algérie, on a été la voir en janvier dernier avec une de mes grandes autres muses et femme admirable qui est Véronique Kay, avec qui j'ai fait pour toutes mes sœurs. Et Habiba, elle s'est installée sur une terre où aucun humain n'avait vécu. Elle a cherché une terre vierge parce qu'elle voulait aussi commencer une vie neuve. Elle crée une école de cinéma en plein désert où elle forme les femmes au documentaire. Voilà, c'est des femmes qui me... Et Caroline Desruas, Véronique Kay, voilà, c'est mes complices reines. Véronique Kay, voilà, c'est quelqu'un qui travaille sur l'image, le magique, le mystique, avec qui on a fait donc le clip de Pour toutes mes sœurs. On a filmé 58 femmes. C'est vraiment ma sœur à qui on se donne la main sur la route. Donc voilà, c'est elle, mes muses, mes reines, mes déesses. Voilà. Il y en a beaucoup et je pense qu'on aurait pu encore en citer énormément. Et ça donne envie d'aller justement voir leur parcours et pourquoi pas les interviewer. Quelles sont tes dernières actualités? Quels sont les films en ce moment que tu tournes? Je sais qu'avec la crise sanitaire actuelle, beaucoup de choses sont ralenties dans le spectacle vivant. Le cinéma souffre beaucoup aussi, mais en l'état, les tournages ne s'arrêtent pas. Est-ce que tu peux me parler Oui. un petit peu de l'actualité? Oui, avec joie. Là, j'ai le grand bonheur de commencer le tournage d'une nouvelle série, voilà, qui est en tournage en ce moment jusque mars, où je joue la grande sœur du rôle principal, qui est tenue par la beauté Chirine Boutella. Donc, je joue sa grande sœur. Donc voilà, ça sera un grand bonheur de vous l'offrir et de vous le faire découvrir quand ça sortira. Ça va être très joyeux et en même temps, je pense, très engagé et puissant, notamment sur le féminin et sur la sororité. Voilà, c'est un très beau lien entre ces deux femmes dans cette série. Je vais également tourner en mars avec deux grandes actrices qui sont aussi des grandes amies, qui sont Manon Kneuzet et Jennifer Decker. Le premier film de Johanna Carrère qui se tournera sur l'île de Lanzarote au large de l'Espagne, qui est une île volcanique. Et c'est aussi un film sur l'amitié et sur le fait de devenir soi, de devenir femme et les grandes questions qu'on peut se poser à 35 ans sur la maternité ou non, ce qu'on a réglé ou non avec sa famille et les hommes. Donc ce sera émaillé de rituels et de beauté sur cette île dingue. Et j'ai aussi le cadeau c'est une fondation de poésie qui m'a, tu sais, je fais depuis ce deuxième confinement un enregistrement d'un poème par jour en me baladant aussi bien dans toutes les époques, dans toutes les cultures et en veillant aussi comme une grande louve au fait que la parole soit paritaire parce que dans la poésie et dans la littérature, les femmes ont pu prendre la plume tard ou souvent sous des pseudonymes et souvent aussi parce qu'elle devait s'occuper des gosses de la maison et n'avait pas le loisir d'avoir une chambre à soi, un espace pour écrire et devenir. Donc je prends aussi mon bâton de découvreuse, de pionnière pour aller dénicher la parole des femmes, des splendeurs des femmes. Et donc cette fondation extraordinaire de Marie-Hélène Labbé, qui est justement une femme, m'a demandé, en écoutant tous ces poèmes jour à jour, m'a proposé, donc c'est une commande, d'en faire un livre. Donc je vais faire un livre qui s'appellera donc Âme ardente, poèmes à lire et écouter en temps de confinement. Et donc, il y aura 100 poèmes de femmes et d'hommes de toute époque. Donc là, je suis en train, dans le choix cornélien, de choisir quoi, qui, comment.
avec comme lame de fond l'espoir, la force de vie, la splendeur, le fait d'être homme ou femme sur cette terre. Et donc c'est un cadeau absolu. Donc voilà, ça sortira normalement en avril ou mai. Voilà, donc c'est ça l'actualité. Ces différents tournages et cette rédaction de livres. Super, vraiment Estelle, on a hâte de pouvoir te revoir et te lire. Donc, merci d'avoir pris du temps. Cette interview vous a été proposée par le webzine Celle qui ose. Vous l'avez appréciée ? Alors n'oubliez pas de noter le podcast et de nous laisser un commentaire. Remercions Christian Toucas pour le jingle, Morgane Caroline pour le montage, nos invités pour leur temps et bien sûr vous qui nous écoutez. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.